Sans plus tarder, on va pourquoi nous sommes venus ce soir. Donc, je vais demander à nos panélistes de se présenter. Moi, j'ai lu vos biographies et vraiment, vos biographies sont très inspirantes. Je vais commencer par toi, Anne Edmond, qui est la juriste du panel. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Parce que je pense que toi, tu as un cabinet d'avocats, c'est bien ça? Exactement. Donc, j'ai lancé ma pratique en 2015. C'est vraiment du droit des affaires et de la fiscalité. On accompagne les entrepreneurs qui peuvent être au stade de l'idéation. Donc, ils viennent nous voir, ils me disent, j'ai envie de lancer un restaurant, un e-commerce, j'ai une agence de marketing. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir les bases juridiques? Donc, on les accompagne vraiment avec l'ensemble des besoins juridiques qu'une entreprise peut avoir. Puis ensuite, on a aussi une clientèle qui est en croissance. Donc, ils sont en train de recruter, ils veulent peut-être acheter d'autres compagnies, ils ont des besoins un peu plus sophistiqués. Puis, on peut également les accompagner dans ce sens. Puis, on a ajouté un volet aussi formation à notre entreprise depuis bientôt 2 ans. On a une formation qui s'appelle Code Entrepreneur. Donc, lorsqu'on a des entrepreneurs qui sont à moins de 2 ans d'activité, souvent, ils ont besoin d'aide pour comprendre comment gérer leur entreprise. Donc, maintenant, on est venu combiner ça à notre offre de service, puis ça explique un peu ce qu'on fait globalement. Donc, si j'ai bien compris, ton cabinet d'avocat, lui, il se trouve où exactement? Ici, à Montréal. À Montréal. Mais on travaille à distance. Donc, le bureau est à Verdun, mais concrètement, tout se fait vraiment en ligne. OK. Et tu touches vraiment tous les domaines de l'entrepreneuriat ou il y a des domaines précis? Que l'entrepreneuriat et pas les problèmes. Donc, quand j'ai un client qui me dit, écoute, malheureusement, mon employée, elle a décidé de me faire concurrence, comme j'ai eu cette semaine une cliente, on a préparé un contrat de travail pour elle et son équipe. Et ensuite, elle réalise que ses employés se sont liés entre elles et utilisent le matériel promotionnel de son entreprise pour faire la promotion sur une autre plateforme comme TikTok, où est-ce qu'elle n'est pas. Et elle a réalisé en fait qu'elle manigançait derrière elle. Donc, ça devient problématique. Et à ce moment, on a des références, vraiment des avocats qui font du litige, donc qui envoient des mises en demeure, qui poursuivent lorsque les problèmes sont à ce niveau. Donc, autrement, nous, c'est vraiment tout le reste en droit des affaires. OK, très intéressant. Garde so chaud, on va continuer tout à l'heure à apprendre à te connaître. Tu passeras le micro à David, qui, toi, je pense que tu es consultant en marketing, c'est ça? Ou gestion d'entreprise? Oui, donc moi, c'est David Kami. Je suis en réalité ce qu'on appelle un architecte de solutions en entreprise. Pour beaucoup de gens, ça ne dit pas grand-chose, mais les solutions d'entreprise sont souvent des solutions TI dans lesquelles on va les intégrer pour que les systèmes d'une entreprise se parlent entre elles. Donc, par exemple, on va avoir, si je prends communément une entreprise qui fait du e-commerce, on va avoir tout ce qui est vente en ligne, vente physique et tout ça. Donc, on va intégrer les systèmes pour que tout se parle comme ça. Quand quelqu'un rentre dans un store, on sait directement que cette personne a acheté en ligne, a fait plusieurs achats et via l'ordinateur de bord du caissier, quand la personne va passer sa carte de loyauté, on va voir tout ce que la personne a fait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc oui, moi, ça fait 6 ans que je me suis incorporé. Donc avant, j'étais en France, je travaillais pour Publicis et puis j'ai déménagé au Canada suite au rachat d'une solution sur laquelle je travaillais qui avait été développée par des gens de Polytechnique en France et ça a été racheté par Adobe. Adobe, beaucoup connaissent plus Adobe pour Photoshop et pour PDF, mais en réalité, Adobe est une très grande entreprise qui fait ce qu'on appelle de l'expérience client. Donc, il y a plusieurs outils qu'on appelle l'expérience plateforme, donc qui va gérer des données, des millions pour ne pas même dire des milliards de lignes. Et justement, je travaille sur ces genres de solutions, mais je travaille sur tout ce qui est cloud et cybersécurité aussi. Donc, toi, tu n'es pas vraiment pour une entreprise, tu as plusieurs clients, tu es consultant, tu gères plusieurs clients. Oui, j'ai mon entreprise et j'ai plusieurs clients. Donc, oui, je me suis incorporé, je travaille avec quelques consultants que je forme aussi. Donc, et après, je les place auprès de ces entreprises et j'assure le suivi pour qu'ils délivrent en temps et en heure. D'accord, merci beaucoup David. Et puis on va passer à Ménélika, qui est une femme très inspirante, très active au sein des conseils d'administration. Bon, je vais te laisser te présenter. Hein. Okay. Bon, mais moi, je pense que je représente le salariat ici aujourd'hui. Le salariat, donc moi, je suis ingénieure, puisque je commence toujours par là, un peu juriste.
Donc, je suis ingénieure et je travaille pour Hitachi Energy. Je suis directrice chez Hitachi Energy. J'ai toujours été dans le domaine de l'énergie, donc vous aurez compris que je suis ingénieure en énergie. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine-là. Moi, je m'occupe chez Hitachi, mes équipes s'occupent de répondre aux offres de projets. Donc, on a des projets qui viennent des utilités, des industriels. Ce sont des projets spécialisés qui sont très techniques. C'est la construction. Pour faire simple, c'est des postes électriques. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on va répondre à des appels d'offres de ce genre-là sur les réseaux électriques, même pour les rails, pour tout ce qui est, parce que ça prend de l'électricité, en gros. Donc, mes équipes vont s'occuper vraiment de répondre aux offres. Il y a un volet très technique, mais il y a également un volet commercial et un volet légal, parce qu'on va négocier tous les contrats une fois qu'on a gagné ou encore quand on fait des propositions aux clients. Donc, ça, c'est mon volet professionnel strict. Sinon, je suis sur plusieurs conseils d'administration, effectivement, au niveau gouvernemental, à l'Ordre des ingénieurs et sur d'autres OBNL. Et entre-temps, j'ai également fait de la consultation à mon propre compte pour des gouvernements, mais c'était en énergie. J'ai été experte sur plusieurs projets à l'international. Et tu as reçu des prix aussi, il faut pas... Oui, mais j'oublie toujours les noms de mes prix, donc... moi, j'ai ici nomination comme le top 100 des Black Women to Watch in Canada. Oui, en 2019. En 2019. Ouais. Et ou encore celui de leader de l'EDI. Oui, d'ingénieur canadien. Ok. J'ai pris note. Oui, tu as pris de bonnes notes, effectivement. Donc, voilà un peu rapidement ma présentation. D'accord. Vous sentez la chaleur ici? Ça se passe bien dans la salle? Oui? Ok, parfait. Je vais commencer par la première question puisque le thème c'est l'entrepreneuriat et salariat. On va commencer par David qui a vraiment été dans les deux domaines ou qui est dans les deux domaines au fait. Comment toi tu arrives à gérer soit le passage du salariat à l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat au salariat? C'est quoi tes difficultés? Comment tu arrives à garder ta motivation tous les jours pour continuer de faire ce que tu fais? C'est une très bonne question parce que moi, déjà sur le concept de dire l'entrepreneuriat ou le salariat, moi je pense qu'il faut dire le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que d'un côté, pour devenir entrepreneur, il faut quand même se préparer, avoir des bonnes bases parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. C'est vrai que beaucoup de gens... En premier lieu, ils vont dire « Oh, l'entrepreneur, il fait beaucoup d'argent, l'entrepreneur, il a de la liberté. » Mais derrière, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de risques. Donc, pour moi, pour commencer, il faut déjà avoir, un plan sur ce qu'on veut faire et ensuite mettre ce plan en exécution. Donc, ça, c'est la partie réflexion. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Faire des recherches sur ce domaine où on veut entreprendre, voir ce qui se fait, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut apporter, et ensuite c'est après qu'on décide de se lancer. Maintenant, une fois qu'on est lancé, c'est sûr qu'il faut gérer son temps. Donc par exemple en faisant du time management, beaucoup de gens vont parler de to-do list, mais moi je parle plus de garder une période de ces journées. Par exemple, je vais dire, OK, dans ma journée, je vais me fixer 2 heures pour travailler sur mon projet. Parce que d'un côté, on continue quand même à travailler en entreprise en tant que salarié parce qu'on a besoin de payer ses factures à la fin du mois, bien sûr. Et progressivement, au fur et à mesure que l'entreprise évolue ou que ce qu'on entreprend évolue, après, on augmente progressivement et on diminue côté salarial jusqu'à ce que l'entreprise devienne 100% la génération de sources revenus. Deuxième aspect aussi, c'est qu'il faut savoir déléguer. Parce que beaucoup de gens, ils vont se dire, je vais faire tout par moi-même pour sauver de l'argent ou pour sauver ça. Je pense qu'il faut toujours s'entourer de professionnels. Donc, oui, il y a toujours une équipe. Ici au Canada, j'ai 3 personnes exactement. Mais bon, après, je fais d'autres projets en Afrique. Ça, c'est une plus grosse équipe. Mais en général, comme je dis, dans une équipe, il faut que chacun soit à son poste et donne le meilleur de soi-même parce que, on va dire, je vais plus revenir au niveau des TI.
un développeur ne fera jamais le rôle d'un architecte et vice-versa. Même s'il comprend ce que l'autre personne fait pour pouvoir avoir assez d'empathie et savoir pourquoi il a un blocage sur un projet ou tel, mais il ne pourra jamais faire le rôle de cette personne tant qu'elle n'a pas été formée ou qu'elle soit vraiment un professionnel. Et le troisième point que je dirais, c'est la passion. Il faut vraiment aimer ce qu'on a choisi. Parce que si on le fait pour l'argent ou pour X, Y ou Z, pour faire plaisir à quelqu'un, ça ne marchera pas à un moment. Donc, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir tous les jours avoir le courage. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, c'est ça, oui. Pourquoi? Je pense que c'est venu tout seul, en réalité, pour dire, dès mon jeune âge, j'étais bon avec les mathématiques. Donc, j'ai même fait une prépa en maths physique. Et c'est durant ma prépa qu'un de mes profs m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire de l'économétrie? Parce que l'économétrie, c'est plus de l'économie appliquée à l'informatique. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, au début, j'étais plus sur un profil de data analyst. Et en fait, sur un de mes projets aux Galeries Lafayette en France, justement, j'ai eu ma cliente qui m'avait dit, oh, mais comme tu maîtrises tous les parcours de l'entreprise via les différentes cibles de données, pourquoi tu ne n'occuperais pas un rôle plus principal? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me lancer dans le consulting. Donc, au lieu de travailler que sur un client et un domaine spécifique, je me suis dit, OK, les données, c'est les données. Tu peux créer des modèles, tu peux les analyser et les faire parler, comme on dit dans le domaine de la data. À partir de ce moment, c'est vraiment pour ça que je suis allé vers ce domaine précis. Donc, après, comment je suis devenu... j'ai lancé ma propre entreprise. Comme je dirais... quand l'éditeur sur lequel je travaillais, qui s'appelait Neolan, a été racheté par Adobe, il cherchait des ressources en Amérique du Nord. Donc, j'ai opté pour le Canada parce j'avais déjà la famille ici. Et je suis arrivé, je travaillais pour une compagnie, donc j'étais leur premier consultant. Et puis, j'ai monté une équipe de 60 personnes à peu près. Et même dans cette équipe, moi, j'avais un sous-contrat directement avec Adobe. Donc, je faisais du subcontracting pour Adobe en plus de mon équipe. Et puis, bon, par la force des choses, à force de, j'étais juste comme au milieu. Et puis, je me suis dit, pourquoi je vais rester au milieu, générer de l'argent pour mon entreprise, sachant que c'est moi qui leur apporte leur business. Et c'est en ce moment que je me suis lancé, oui. D'accord, merci beaucoup David. Et toi, Annette-Ma, comment toi, tu as géré ce côté d'entrepreneuriat? Pourquoi tu t'es lancé? Est-ce que tu as été salarié avant? Ou comment tu as décidé de lancer ta propre entreprise? J'ai été salariée durant mes études universitaires. Puis après, j'ai eu à faire un stage pour accéder à la profession d'avocat. Mais ensuite, je me suis lancée directement en 2015. Pourquoi? La question, c'est pourquoi, hein? Oui. Okay. Et c'était quoi tes enjeux et comment tu as géré le stress, tout ce qui s'est passé autour? Beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération lorsqu'on décide que, on veut lancer son entreprise. On est chez soi, puis on en parle avec ses amis, mais il n'y a que nous et nos 3 amis qui savent. Donc là, tu te retrouves dans une situation où il faut que tu te fasses connaître auprès d'un nombre de gens assez significatif pour que ça amène des résultats. Et ça demande un travail assez important parce que finalement, on a la chance maintenant avec les réseaux sociaux de pouvoir accéder à un grand nombre de gens quand même en très peu de temps quand même. Donc pour moi, ça a été un avantage dans le sens qu'avec LinkedIn, Instagram et autres, on peut bâtir sa communauté. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, un des enjeux, c'est pour moi qui est de nature plus introvertie. Il fallait que je passe j'ai un réseau assez limité à aller connaître les bonnes personnes pour que ces personnes puissent éventuellement parler de moi à leurs clients qui pourraient ensuite me faire confiance. Après, tu as l'enjeu aussi de la confiance, surtout lorsque tu démarres, lorsque tu es plus jeune, lorsque tu parais plus jeune. Donc, surtout quand on est Black, on a toujours l'air 10 ans plus jeune. Donc là, tu te retrouves que tu es à 25 ans, mais tu as l'air d'en avoir 20 et tu demandes aux gens de te faire confiance avec leur entreprise. Donc, ça vient aussi jouer beaucoup. Donc ça, c'était les premiers enjeux parce que pour moi, ça nécessitait vraiment de sortir de ma zone de confort. Et je te dirais que ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'avais vraiment une motivation qui
créer une entreprise à mon image. Souvent, lorsqu'on pense à avocat, lorsque je rencontre des gens pour la première fois, ils vont me dire « Ah, j'espère que j'aurai jamais à t'appeler. » Parce que dans leur tête, l'avocat, c'est forcément pour régler des problèmes ou c'est forcément pour des grandes compagnies, donc il faut avoir les fonds, c'est forcément très dispendieux. Donc, ce que je voulais, c'était changer la perspective que les gens avaient de l'avocat, puis de le voir comme étant un conseiller, de le voir comme quelqu'un qui peut t'accompagner et que ce n'est pas obligé de te coûter une fortune, finalement. Donc, moi, j'ai mis beaucoup de l'avant le fait qu'on ne fonctionnait pas par tarification horaire. Parce que souvent, ce qu'on pense à avocat, c'est que je l'appelle, il va me biller, puis on ne sait pas ça finit comment. Donc, moi, j'ai mis beaucoup de l'avant cette accessibilité qui a fait en sorte que j'ai pu avoir beaucoup de visibilité très tôt. Donc, ça a été bien pour l'enjeu réputationnel. Et après, bien, les enjeux par la suite, c'est de rebondir sur ce que David disait, il faut apprendre à déléguer. Donc, tu atteins un seuil où tu réalises que tu ne peux plus faire tout seul. Mais après ça, il faut que tu changes de mindset pour te dire que tu dois déléguer. Mais après, le temps que tu expliques la chose, tu te dis, mais ce serait plus vite de le faire. Donc, il faut que tu passes outre et que tu te dises, mais il faut l'expliquer pour qu'éventuellement tu ne le fasses plus. Puis après, il faut apprendre aussi à devenir une gestionnaire, ce qui n'est pas forcément ce pourquoi est-ce que tu as été trained. Donc, il faut apprendre à savoir qui recruter, comment gérer ces personnes-là, gérer ton cash flow, gérer les clients. Donc, finalement, c'est juste constamment des apprentissages et de la gestion. Et tu as combien d'associés, plus ou moins, dans ton cabinet? Donc, pas d'associés, je suis la seule propriétaire, puis j'ai une équipe de 6 personnes. Oui. Et toi, tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, mais tu es salariat. Mais comment tu as fait pour... Ça fait combien d'années que tu es dans ton domaine déjà? 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai gradué de mon bac, là, oui, et puis j'ai commencé. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais depuis? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer et à monter? Parce que tu étais dans un domaine d'hommes. Oui. Oui, et donc tu gères pareil. des équipes femmes noires qui gèrent des équipes d'hommes. Comment tu vis ça au quotidien et pourquoi tu n'as pas lâché? Parce que moi, j'entendais souvent des histoires, c'est pas toujours Oui, c'est pas... Comment je vis ça au quotidien? Je vis ça bien, puisque je continue à le faire et que moi, je pars toujours du principe que si je n'aime pas quelque chose, pourquoi je vais perdre mon temps à y rester? Je dirais que mon parcours tout part de mon ambition. Moi, je pense que tout part de l'ambition et puis de la confiance qu'on a de soi-même. Parce qu'on peut pas arriver quelque part, on peut pas aller loin, surtout en entreprise, si on ne se fait pas confiance. Parce que les autres vont voir que vous ne vous faites pas confiance. Et j'ai une phrase que je répète souvent, même à mes équipes, ou bien quand j'ai des jeunes filles qui sortent, parce qu'on est effectivement dans un domaine qui est très masculin, c'est que, écoute, quand un homme part dans la salle, je vise personne, mais je suis dans des équipes où j'étais toujours dans des équipes où il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, je lead, il n'y a que 2 femmes dans mes 2 équipes. Et les 2 femmes sont avocates. Donc, vous comprenez que y a l'équipe qui est constituée d'ingénieurs à peu près 25 personnes. Et puis, l'équipe d'avocats, ils sont 4. Oui, et puis il y a 2 femmes parce que dans l'équipe de 25, il n'y a pas de femmes. C'est que 25 hommes. Oui. 25. Wow. Et 25 hommes comme caucasiens? Oui, c'est un peu mélangé. C'est diversifié quand même. C'est diversifié. Donc, il faut juste... Moi, je dis toujours, écoutez quand les hommes partent dans la salle. Ils vont faire des erreurs, mais ils auront confiance en eux. Ils vont parler et puis ils vont se sentir... ils vont se faire confiance. Pourquoi toi, qui as la bonne réponse, tu ne te fais pas confiance? S'il dit des conneries et qu'il arrive à continuer à parler, pourquoi toi, tu ne te permets pas de dire une connerie et continuer à parler? Et si quelqu'un te dit que ce que tu as dit est une connerie, ben, tu te corriges ou tu dis... parce que c'est la même chose qu'ils font. Et s'il dit une connerie et qu'il t'a dit la dernière fois que tu avais une connerie, tu lui diras aussi à ce moment-là. Je pense que comme ça fait bâtir la confiance. Donc, j'ai toujours semé des petites choses pour continuer à avoir confiance. Et l'autre élément que je dirais, c'est se rendre visible. Les gens trouvent que je fais beaucoup de choses, mais c'est comme ça qu'on se rend visible. Il y a beaucoup d'opportunités qui me sont arrivées parce que quelqu'un m'a vu quelque part, il a entendu parler de moi, et puis il s'est dit, OK, il faut que je contacte Ménélika, peut-être qu'elle va accepter. Parce qu'à ce moment-là, les gens commencent à se dire, c'est toi qui dois accepter, c'est plus... tu ne peux pas demander, oui, mais c'est parce que je suis tellement visible. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que mon tempérament de base, je déteste la visibilité.
Je suis pas introvertie, mais il y a des gens qui aiment ça quand on les voit partout. Il y a des gens qui... Moi, je suis pas comme ça. Mais j'ai compris que pour pouvoir avancer, il faut que tu te rendes visible. Et beaucoup de gens, je trouve qu'il y a des gens qui sont très performants dans les entreprises, très bons, mais il n'y a que eux déjà qui savent qu'ils sont bons. Parce que... Ils ne montrent pas. Ils ne le montrent pas. Et parfois, c'est la personne qui est visible, elle n'est pas bonne, mais elle est tellement visible, elle parle tellement bien, se fait tellement confiance que c'est cette personne-là qui va monter. Est-ce que tu dirais aux gens de faire beaucoup de bruit en entreprise? Quand on dit pas le mauvais bruit, mais quand tu dis te rendre visible, c'est-à-dire participer aux soirées de réseautage, aller aux réunions, qu'est-ce que tu veux dire vraiment en dehors des événements, ailleurs du bureau? Comment se rendre visible dans une entreprise? Il faut se rendre visible à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, j'étais à un événement à Poly. Je voulais vraiment pas aller à cet événement parce que là, je suis dans mon entreprise, ça fait moins d'1 an. Et on m'appelle, on me dit, qu'est-ce que tu veux partir? Alors, j'étais comme, non, je veux pas partir. Mais j'ai dit oui. J'ai pas dit que non, je veux pas partir. À l'intérieur de moi, c'était comme non. Parce que j'étais fatiguée. Je pense que j'avais déjà eu 2 autres événements avant. Mais je suis partie. Pourquoi? Parce que je savais déjà que ça devait être publié sur les réseaux de l'entreprise. Je me suis dit, si je pars, oui, je pars à Poly, ça me fait plaisir d'encourager les étudiants à venir dans l'entreprise, mais également à rester en génie et tout. Mais pour moi, personnellement, ce que ça fait, c'est que ça fait... Moi, je travaille dans une entreprise qui est internationale. Ça fait en sorte que on entend parler de moi dans toute l'entreprise parce qu'on a publié ça sur tous les réseaux de l'entreprise. Il y a des gens qui m'ont écrit pour aller faire autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi les projets de mes équipes. Est-ce qu'ils peuvent rajouter ça? Ça fait en sorte que... Et c'est comme ça que toi, tu as grandi dans tes entreprises? Oui, parce même que sur les conseils d'administration. Okay. C'est comme, j'ai commencé à un ici, après on t'appelle dans un autre conseil, est-ce que tu vas appliquer? Parfois, tu te demandes même comment la personne... Ah non, c'est parce que je t'ai vu à tel endroit et je me dis que tu peux venir sur notre conseil d'administration pour nous aider dans ci. C'est comme ça que j'ai parcouru jusqu'où je suis aujourd'hui et que je continue. Parce que selon moi, là, je n'ai pas encore atteint ce que tu voulais. Oui, effectivement. Mais dans ton introduction, tu as dit que tu as aussi fait un peu de consultant. Oui, j'ai fait. Mais pourquoi le côté entrepreneurial ça t'a pas vraiment attiré? Je dis souvent que peut-être parce que je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Je vois pas. Déjà, la base, j'ai fait un génie qui est très... qui est vraiment très codifié, c'est les entreprises qui font ça. Donc, j'ai jamais vraiment... J'ai pas l'âme de création, je dis ça. Mais par contre, j'ai l'âme de venir diriger tes équipes, ton entreprise, où tu veux que ça parte. J'ai cette âme-là, j'ai cette âme vraiment de pousser les gens, de motiver, de faire grandir. Mais personnellement, je ne sais pas, j'ai pas l'âme de créer quelque chose. Et dans ma consultation, c'était vraiment... c'était une expertise que je faisais pour des gouvernements. Je peux continuer je peux faire ça, mais je pense pas que j'ai l'âme d'entreprendre, parce que je pense aussi c'est c'est un mindset. Et je pense que tout le monde personnellement, je pense que tout le monde n'a pas ça. Mais tout le monde peut entreprendre un petit truc, peut faire un petit truc. J'ai fait ma consultation, j'étais bien, pour ça j'ai dû créer une entreprise, j'ai dû prendre des assurances, j'ai dû faire plein d'affaires. Mais est-ce que je veux, par exemple, me partir une firme de génie conseil? Je ne sais pas. Peut-être ça viendra plus tard. Peut-être. Moi aussi, je trouve. Ouais. C'est tout comme elle n'a pas les problèmes qui viennent avec l'entrepreneuriat. Justement, toi, tu as mentionné un point tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'avec la technologie actuellement, il y a ChatGPT, il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un dans la salle qui voudra entreprendre, comment peut-il utiliser ces réseaux sociaux ou cette nouvelle technologie ou tous ces logiciels? Bon, c'est sûr que la question aussi sera dirigée vers David, parce que je pense aussi plus son domaine, pour se propulser, se mettre en avant et avoir une clientèle, se vendre. Je vais répondre pour l'aspect réseaux sociaux, puis je te laisserai parler des outils. Mais pour les réseaux sociaux, la première chose, je dirais que c'est d'identifier c'est qui ta clientèle cible, parce qu'il y a tellement de plateformes. On ne peut pas être à la fois, oui, mais pas au début. On ne peut pas être à la fois sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram, et bien performer sur chaque plateforme. Quand je vois des entreprises qui le font bien, c'est qu'ils ont une équipe derrière qui s'occupe de gérer tout ça.
Mais lorsqu'on se lance, puis qu'on est seul, puis qu'on a son idée, il faudrait identifier à qui est-ce que je veux proposer mon service ou mon produit. Cette personne, à quel âge, elle ressemble à quoi, elle habite dans quelle ville, qu'est-ce qu'elle utilise comme plateforme pour aller sur la bonne plateforme, pour choisir peut-être une ou deux au départ et créer du contenu qui est vraiment intentionnel par rapport à ce qu'elle recherche. Donc, c'est ce que je donnerais comme premier conseil parce qu'autrement, c'est un peu en perdre la tête parce qu'on voit tellement de différents formats puis différentes plateformes qu'on peut avoir l'impression qu'on manque quelque chose si on n'est pas à une place. Comme moi, exemple, je ne suis pas sur TikTok. Mais je sais que certains avocats performent sûrement très bien sur TikTok, mais mon temps étant limité, il faut que je choisisse à quel endroit est-ce que je veux qu'on me voit, puis après, il faut faire la paix avec le reste. Et toi, tu as privilégié LinkedIn et Instagram. Mais je les utilise différemment. Comme mon LinkedIn, je vais partager des trucs plus ou des conseils parce que je sais qu'il y a une clientèle d'entrepreneurs qui est sur LinkedIn. Puis j'ai aussi beaucoup de consultants TI comme toi, architecte de solutions, exemple, dans mon audience. Donc, j'utilise cette plateforme parce que c'est là qu'ils sont. Puis sur Instagram, je vais partager plus l'aspect personnel. Donc, les gens qui vont aller sur Instagram, ils vont vouloir peut-être suivre plus mon quotidien ou en savoir plus sur qui est Anne dans sa vie de tous les jours, mes vacances, ce que je ne montrerai pas forcément sur LinkedIn. Puis après, YouTube, je l'utilise, mais YouTube, je le vois plus comme une bibliothèque où tout le contenu vidéo que je crée va vivre là tout seul. Donc, j'y vais pas tant souvent, mais quand je fais des vidéos, elles vont être sur YouTube parce qu'après, les gens, dans leur temps libre, vont me dire, j'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube, puis maintenant, je veux travailler avec toi. Mais ça, c'était des efforts que j'ai faits et qui s'accumulent avec le temps. Tu as utilisé une entreprise en communication, marketing? Non, j'ai juste le privilège d'être mariée avec un marketeur. Oh, la chance! Donc, c'est vraiment mon secret qui fait en sorte que finalement... Donc, c'est lui qui gérait tes plateformes? Il n'a pas le temps de forcément les gérer en soi, mais toute la stratégie, puis qu'est-ce que je dois faire, puis pourquoi je le fais comme je le fais, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire. Et toi, du côté pour les logiciels, quel logiciel tu peux conseiller à quelqu'un qui veut se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat? Je dirais, il n'y a pas de logiciel dédié pour l'entrepreneuriat en fait, parce que chaque domaine a sa spécificité. Donc, il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de logiciel qui est dédié. Un graphiste, il va prendre les outils qui lui conviennent. Quelqu'un qui est dans la data va aller vers des outils qui lui conviennent aussi. Quelqu'un qui fait de la vidéo, quelqu'un qui est, influenceur va choisir les outils pour lui permettre. Donc, je dirais, la seule chose que je peux dire, c'est que les nouvelles technologies donnent un avantage très compétitif et permet de gravir plus rapidement des échelons parce que ça permet de closer aussi des gaps sur certaines sociétés qui sont en place depuis des années et puis on apprend avec. Maintenant, de là à dire que je vais juste me baser sur le logiciel pour bâtir mon entreprise, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font parce que pour moi, si je prends un logiciel comptable, ça ne remplacera jamais un vrai comptable. Si tu prends, comme tu as parlé tout à l'heure de ChatGPT, beaucoup de gens pensent que oui, ChatGPT, je lui pose toutes les questions, mais derrière, il y a des erreurs, c'est des gens qui codent, c'est des gens qui améliorent l'outil, c'est des gens qui ingèrent des données pour que cet outil s'améliore, parce que c'est tout ce qu'on appelle deep learning et machine learning. Et derrière, on nous vend ça comme de l'intelligence artificielle, mais c'est des choses qui existent depuis 20-30 ans en fait. Parce qu'avant, on parlait de réseau de neurones, on parlait de prévision statistique et tout ça, et aujourd'hui, ça s'appelle intelligence artificielle. Mais derrière, il faut évoluer avec son temps et utiliser les logiciels qui vous conviennent. Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, je dirais ça a ses avantages et ses inconvénients dépendamment de la société où on travaille. Moi, j'ai été confronté à ce genre de truc où, comme dirait Anne-Edma, mes réseaux sociaux sont vraiment personnels. Et après, le seul réseau professionnel où je suis en tant que professionnel, c'est LinkedIn. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter une anecdote. C'était chez Orangina. Donc, premier jour de boulot chez Orangina, j'arrive, premier jour de consulting. J'arrive, à l'époque, c'était sur Facebook. Et là, tu te localises, tu mets. Et moi, je mets le truc devant l'entreprise. Je monte au bureau et tout ça. 1 heure après, on me convoque dans le bureau de la RH. Ouais, pourquoi t'as mis ça? Et directement, oui, tu retournes chez toi. Oui. Est-ce que tu as une photo de toi devant le... Non, juste localisation. Oui. Ils l'ont mal interprété. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont vraiment comme en mode rien ne sort.
chez Samsung, par exemple, on ne sait pas vous pouvez travailler dans la même équipe, mais tu ne sais pas ce que l'autre fait au juste. Il y a des entreprises comme ça. Chez McDonald's, tu ne peux pas demander une recommandation. Même si tu as monté un projet, par exemple, McDonald's, j'ai monté un projet chez eux aux États-Unis, c'était sur les kiosques pour diminuer le temps que les gens mettent quand ils font leurs commandes. Et en fait, à la fin du projet, puisque c'était justement mon premier projet personnel en tant qu'entrepreneur quand j'ai monté mon entreprise, c'était quand même un projet de 2 ans où ils faisaient une migration de leur base de données d'un outil de Salesforce Marketing à Adobe, justement Adobe Campaign. Et du coup, j'ai migré toutes les données. J'avais quand même accès à plus de 200 millions de profils et tout ça, mais le jour où je partais de l'entreprise, j'en vois, ils étaient tous contents, recommandation, on me dit non, on fait pas ça ici. Donc c'est vraiment, comme je dis, il y a des entreprises qui ont des politiques bien précises qui fait que au final, les nouvelles technologies, il faut savoir les exploiter, mais les réseaux sociaux aussi, il faut savoir faire la distinction entre ce qui est professionnel et privé. Et toi, Melika, comment tu gères les réseaux sociaux au quotidien? Je sais que pour le travail, tu n'en as pas besoin, mais peut-être pour ce que tu fais à côté, est-ce que tu te sers beaucoup de ton LinkedIn pour te faire voir ou Oui, en fait, je n'ai que LinkedIn et Facebook parce que les autres, je trouve trop compliqués à gérer et puis à savoir comment les utiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que LinkedIn vous sert énormément au niveau professionnel parce que c'est sur LinkedIn que les gens viendront cliquer parce qu'ils ont entendu en parler de toi à une soirée comme celle-ci. Ils vont aller regarder qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi ses diplômes, c'est quoi qu'elle a fait comme projet et tout. Je pense que c'est très important d'entretenir son LinkedIn et de pouvoir compter dessus. Donc, moi, c'est comme ça que Est-ce que tu as eu beaucoup de chasseurs oui. de tête? Oui. Ah oui. Est-ce que tu as trouvé de l'emploi aussi comme ça à travers LinkedIn? Oui. Vous avez compris? Oui. Donc, oui. Ouais. Une de mes consultations, je l'ai trouvée comme ça. Oui. Donc... Donc, c'est vraiment, par exemple, une plateforme à prendre en considération, vraiment monter, il faut que ce soit très propre. Oui, le premier conseil quand je vais voir des étudiants, je leur demande toujours, est-ce que tu as un LinkedIn? Parce que la plupart n'en ont pas, généralement. C'est le premier, c'est comme, il faut commencer par ça. Ouais. Mais est-ce qu'il faut voir quelqu'un pour justement monter ou faire ça tout seul? Parce que parfois, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les plateformes. Est-ce que c'est conseillé de toujours faire valider ton profil par quelqu'un d'autre, selon toi? Ou David, moi, personnellement, je n'ai pas fait valider par quelqu'un. Peut-être que les autres, vu que ce sont des entrepreneurs, peut-être que... Ben moi, la première fois, en 2015, je ne savais pas trop quoi écrire et tout, puis j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, une consultante, mais je dois admettre qu'aujourd'hui, avec YouTube, là, tu peux trouver un... Oui. Moi, je dirais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour gérer son LinkedIn, sauf si vraiment on poste beaucoup et qu'on est comme un auteur qui va répondre aux commentaires des gens. Mais en gros, LinkedIn, c'est comme ton CV en réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas à des conférences, les gens ne se parlent plus de « Oh, c'est quoi ?» Ils demandent « C'est quoi ton LinkedIn ?» Et même sur ta carte d'affaires, tu as ton LinkedIn et il y a un autre réseau social qui est aussi beaucoup utilisé dans le milieu professionnel, c'est Twitter. Même si ça peut paraître très bizarre, beaucoup de gens, ils donnent leur Twitter et leur LinkedIn. Donc, c'est vraiment comme ton CV, tu mets les missions, les différents posts et tout ça. Et après, en termes de gestion, on peut poster comme des liens, des tips par rapport à ces projets, etc. Donc, ça drive beaucoup. Et comme je dis, c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, même beaucoup de recruteurs et de chasseurs de tête sont sur LinkedIn. Et un côté aussi, des fois, c'est un peu chiant parce que tu reçois tellement beaucoup d'appels. Il y a certains qui ne font même pas de filtre, c'est-à-dire qu'ils vont juste voir un mot-clé, tu vas apparaître et boum, ils vont t'appeler. Ils ne vont pas même se poser la question de est-ce que c'est ta spécialité? Parce que tu peux aussi dire sur LinkedIn que tu es en recherche d'emploi et le cacher à ton employeur et tout ça. Donc, il y a plein de paramètres qu'on peut configurer dessus. Et donc, oui, c'est vraiment un outil qui est très fort quand on sait bien l'utiliser, je veux dire. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la version payante? La version payante, pour un début, non.
Après, ça peut être très intéressant dépendamment de ce qu'on fait. Après, il n'y a pas grande différence parce que la grosse différence, c'est que dans la version payante, on a comme un certain nombre de messages qu'on peut envoyer aux gens. Donc, parce que dans la version gratuite, on ne peut pas juste comme contacter tout le monde. Donc, il y a certains qui vont fermer leur profil et pour les contacter, il faut que vous soyez amis ou que tu aies ce qu'ils appellent in-mail. Ensuite, il y a quoi? Il y a la possibilité de voir le profil de quelqu'un sans qu'il sache qui c'est, mais bon, je pense que à un certain stade, on ne fait plus trop ça. Et puis, l'autre côté, c'est que la version payante te donne accès à du learning sur LinkedIn. Donc, tu as vraiment des modules comme comment monter une vidéo, comment faire du VBA sur Excel, comment faire du machine learning. Donc, tu as plein de modules de learning sur la version premium. Donc, c'est ça les principaux avantages. Mais après, derrière, je pense que LinkedIn aussi a comme une grosse politique marketing où pour certaines personnes, tu peux avoir comme des coupons de 6 mois. Donc, tu payes que 6 mois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en fait avec eux. Donc, je paye que 6 mois, mais ils me donnent un an à chaque fois. Je pense que suivant l'utilisation qu'on en fait, on peut toujours trouver quelque chose, mais pour un débutant, c'est vraiment pas... Prendre la version de base. Oui. OK. Tout à l'heure, Halima, tu as mentionné un point très intéressant. Tu as dit que ton conjoint t'aide pour ton côté marketing. Comment est-ce que vous avez des familles dont des enfants, mariés avec enfants, et comment vous avez réussi à jumeler l'avancement dans l'entreprise ou dans la carrière et la famille? Est-ce que tu as été obligé de faire des sacrifices du côté de la famille ou des sacrifices du côté de l'entrepreneuriat? Parce que surtout quand on est femme, on se pose souvent des questions. Est-ce qu'il faut attendre la carrière ou commencer sa famille? J'ai pas d'enfant, j'ai juste une chienne. J'ai une petite chienne depuis 2 ans qui me permet au moins de décrocher un peu. Donc, je te dirais que c'est un avantage parce que je vois mes amis qui doivent gérer, exemple, la vie familiale avec l'entreprise, puis ça m'a l'air absolument chaotique. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à jongler les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas vraiment de balance, je te dis. C'est vraiment difficile de faire la distinction entre les deux parce qu'on est vraiment passionné par l'entreprise, donc tu penses constamment à des nouvelles choses, ça t'occupe vraiment constamment. Donc, c'est nous qui devons nous forcer, comme, OK, on avait notre anniversaire de mariage la semaine dernière, puis on allait au resto. Donc là, au début, on parlait business, puis après, on s'est dit, OK, mais il faut quand même arrêter parce qu'on est là pour célébrer nos 3 ans de mariage. Donc, mettons ça de côté, puis après, tu te dis, OK. Puis après, des fois, tu penses à des choses, mais tu te retiens, puis tu te dis, OK, on en parlera demain. Donc, je te dirais que c'est vraiment difficile de faire la part des choses. Je pense qu'on aimerait avoir une famille. On regarde l'exemple l'année prochaine. Donc, tout ce que j'ai comme espoir, c'est que parce que tu as des gens qui vont compter sur toi, ben tu n'as pas le choix de prioriser. Ce que j'ai eu comme feedback de mes amis qui ont des familles, c'est que finalement, tu as une fenêtre, exemple, de 4 heures sans interruption. Ben là, tout doit se faire là. Donc, tu apprends vraiment à prioriser. Puis peut-être que ça va venir nous forcer à segmenter puis ne pas juste constamment être dans le business. Donc, je me dis que ce sera peut-être une façon d'apprendre à être détaché, mais sinon, non, j'ai pas de conseils parce qu'on réussit pas à le faire. Mais est-ce que c'est important d'avoir le conjoint qui nous suit pour ceux qui sont mariés ou... Oui, 100%. C'est sûr. Pour moi, c'est bien tombé finalement que j'ai quelqu'un qui puisse m'aider puis qui supporte vraiment mon projet à ce point parce que moindrement que tu as un conjoint qui soit est salarié, mais qui non seulement est salarié, mais n'a aucun intérêt pour l'entrepreneuriat et ne comprend pas ta réalité, ben alors vous allez vraiment être trop à des opposés parce que ça demande vraiment d'être compréhensible. Et je vais avoir des périodes plus occupées, comme hier soir. Je dois livrer un projet. Donc, hier soir, il était 2 heures du matin, puis moi, je travaillais avec ma musique dans mon bureau. Lui, il me rentre et il me dit « Est-ce que tu veux écouter une série? » Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment des choses à faire. Mais si tu as quelqu'un qui comprend qu'il y a des périodes plus occupées que d'autres, bien, il ne va pas te faire culpabiliser pour ça. Il comprend qu'il y a des deadlines. Mais d'autres personnes peuvent avoir un conjoint ou une conjointe qui va se sentir délaissé, qui va faire part de son insatisfaction par rapport à ça. Puis là, ça crée un stress. Puis là, ça ouvre la porte sur plein d'autres problèmes. Donc, de mon côté, ça a vraiment joué à ma faveur. Toi, ça n'a pas été un enjeu, ça a été un avantage. Non, puis aussi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment
ça entraîne beaucoup de solitude, l'entrepreneuriat, parce que finalement, c'est rare que tes amis vont être entrepreneurs aussi. Il faut que tu développes un nouveau cercle d'amis qui sont entrepreneurs. Mais a priori, tes amis ne vont pas l'être. Donc, ton cercle initial, ça va être des personnes qui ont suivi la route comme le salariat, ce qui est très correct. Mais après, tu prends cette route qui est différente, puis c'est rare que tu avais déjà 10 amis entrepreneurs. Si oui, tant mieux. Mais autrement, ce n'est pas le cas. Puis là, tes amis ne comprennent pas forcément c'est quoi ta réalité. Donc, moi, j'avais mes amis au début qui me disent « OK, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée quand tu es à ton compte, finalement? Comme ça ressemble à quoi? » Et ça ressemble à... J'ai des clients à servir quand même. Donc, je me lève comme tout le monde le matin, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais c'est trop différent. On n'a pas les mêmes enjeux de... En fait, moi, je ne cherche pas, exemple, à gravir certains échelons puis à performer dans un certain cadre, mais j'ai d'autres enjeux, comme assurer qu'on ait la clientèle nécessaire pour soutenir mon équipe, la rétention de personnel, plein d'autres problèmes, finalement, qu'eux ne peuvent pas comprendre. Donc, si tu veux avoir des conseils, il faut que tu crées ton nouveau cercle de personnes qui vont le comprendre. Donc, il y a ce moment où tu fais ce shift vers l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas de nouveaux amis. Fait que finalement, tu te retrouves seul dans ta tête, puis c'est là que ça peut être décourageant. Et dans mon cas, le fait d'avoir mon conjoint, ça évite que je me sois sentie vraiment seule là-dedans parce que j'avais quelqu'un qui me supporte. Voilà. Toi, Ménélika, comment tu gères déjà tes mamans? Oui. On va commencer par la première question. Oui, Okay. oui. Moi, et comment tu as géré ta carrière et ta vie de famille? Je pense, si j'avais... on me pose toujours cette question et honnêtement, je n'ai pas la réponse parce que je ne me pose pas la question dans ce que je fais. Je focus peu sur les problèmes, mais beaucoup sur les solutions. Et moi, j'ai eu la chance, et je le dis aujourd'hui, moi, j'ai eu mes enfants, ma première fille assez jeune quand même, quand j'ai fini mon bac à Poly. Donc, j'ai commencé et je n'ai jamais arrêté. J'ai jamais dit, ça va m'arrêter à faire ma maîtrise, ça va m'arrêter à faire mon 2SS, ça va m'arrêter à faire mon bac en droit. Non, ça va jamais arrêter. Donc, on peut être maman et continuer oui, à... moi, j'ai toujours continué. J'ai fait mon bac en droit en travaillant, en ayant mes enfants, et puis c'est allé comme ça. Mais ce que je fais, c'est que pour moi, il y a la priorisation, il y a la délégation, et je peux reporter quelque chose plus tard. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, quand je cuisine, je suis les dessins animés en même temps. Parce qu'il faut que mon fils comprenne que sa maman est là pour lui. Je connais tous les noms des dessins animés, je connais tous les noms des acteurs, je réponds, je pose la question comment ça va. Parce que pour mon fils ou pour ma fille est plus grande, c'est pour ça qu'il y a moins cet enjeu-là maintenant, c'est pas le temps, c'est pas passer 24 heures avec mes enfants qui est important pour eux. C'est le 1 heure que je passe avec eux, où je connais vraiment tous les dessins animés là, qui est important parce que c'est ça qu'ils retiennent. Et moi, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça que j'arrive à réussir parce que mes enfants ne me reprochent pas de ne pas souvent être là. Parce que pour eux, quand je suis là, je suis vraiment là et je connais tout. Je connais les amis de l'école, je connais le nom de la maîtresse, je connais tout. Et c'est parce que je fais l'effort de le mémoriser pour que les 1 heure qu'on passe ensemble soient un vrai moment. Et quand je faisais, par exemple, mon bac en droit, ce que je faisais, j'enregistrais mes cours. Je travaillais, mais j'enregistrais mes cours. Donc, je trouvais des petites astuces pour pouvoir faire les moi, dossiers. c'est la solution qui compte. C'est pas le problème. Et je fais un constat général, mais je dis toujours aux gens, vous focussez beaucoup sur le problème au lieu de focuser sur les solutions. Et ça fait en sorte que vous n'avancez pas parce que vous vous dites, il y a le problème, mais est-ce que tu as pensé à la solution? Et il y a des sacrifices à faire. Il y a des moments où il y a certaines choses que je ne faisais pas parce que soit il faut rester avec mes enfants parce qu'il n'y a personne pour les garder. Parce qu'il y a aussi ça, beaucoup de parents ne veulent pas faire garder leurs enfants. Mais si tu veux faire certaines choses, il faut que tu puisses laisser ça. Et puis, comme mon ambition me drive toujours, je accepte des opportunités et puis je fais les sacrifices qui vont avec. Donc, tu n'as jamais refusé une opportunité pour la famille ou pour les amis, comme elle a dû renouveler son réseau? J'ai souvent refusé. Moi, j'ai la chance, je n'ai pas eu à renouveler mon réseau. J'ai pas eu à renouveler mon réseau, mais je n'hésite pas aussi à sortir. Donc, moi, tout est... il faut un temps pour s'amuser, il faut un temps pour s'occuper des enfants, il faut un temps pour travailler, et puis il faut un temps pour faire du sport. Donc, il faut juste planifier tout. Et puis, la fois où on ne peut pas aller quelque part, on dit qu'on ne peut pas y aller, c'est tout. Et toi, David, comment tu gères
la famille et ton entreprise? Moi, je dirais il faut savoir, comment dire, il faut avoir une balance entre la vie privée et la vie professionnelle parce que, de toute façon, veut pas, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et dans ce sens, il faut beaucoup pratiquer le lâcher-prise parce que je vois des gens, ils vont rester travailler pendant des heures, mais c'est pas travailler 10 heures là qui compte là. Peut-être qu'en 2 heures, tu auras réussi à faire ce que quelqu'un a mis 10 heures. Il suffit juste de trouver la bonne idée, le bon truc au bon moment et tu gagnes des heures. Donc, faut surtout savoir optimiser. Ensuite, il faut savoir déléguer, comme je dis, ne pas forcément courir derrière les gens et puis savoir comme mettre des priorités. Et ensuite, la troisième chose que je voudrais dire, c'est ce que Ménélique a rajouté en parlant du temps de qualité. C'est pas parce que tu passes 10 heures avec la personne que il faut pas être juste là, être là pour être là. Parce que je prends le cas de quelqu'un qui dit que je vais en vacances avec ma femme et puis pendant toutes ces vacances, il dort. Même si tu es là, tu n'es pas là. Donc, vaut mieux passer 1 heure de qualité avec cette personne ou quelques heures de qualité avec cette personne que d'être juste là pour être là. Peut-être que oui, j'ai compris aussi comme ça parce que il y a eu, avant Covid, je voyageais beaucoup. Donc, sur un de mes projets, j'allais aux États-Unis toutes les semaines. Je partais dimanche soir, je rentrais vendredi matin. Et puis, bon, il y a un autre truc que je fais aussi, c'est que même si je travaille pendant des heures, au moins, j'ai toujours mes loisirs. Donc, je vais sortir, je vais aller au resto, je vais voyager. Je ne m'empêche pas de profiter de mes loisirs parce qu'il faut savoir recharger avant de reprendre. Et des fois, quand on recharge, on revient. C'est pour ça que beaucoup de gens ont dit on prend des vacances, etc. Mais en fait, on recharge pour repartir d'un bon pied, en fait. Donc, il faut savoir prendre conscience qu'on n'est pas des robots, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin d'une activité. Des fois, il y a même quelque chose qui est très bizarre, c'est que des fois, on est fatigué et puis on va dire « Ah tiens, je vais aller au gym ». Et beaucoup vont dire « Oh, mais t'es fatigué, tu vas au gym ». Et puis, tu te rends compte que comme c'est une passion pour toi, le fait d'aller au gym, tu reviens, tu as de l'énergie en fait. Donc, faut trouver ce qui, qui t'énergise ou qui te rebooste pour pouvoir concilier cet aspect. Très intéressant. Et comment arrives-tu à gérer les difficultés face à l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu as parlé beaucoup d'aller trouver la clientèle et tout ça. Toi, c'était quoi ta difficulté et comment tu as trouvé des solutions? Est-ce que tu as eu envie à un moment donné de lâcher prise, de retourner juste travailler pour une entreprise parce que tu n'en pouvais plus? On parle aussi beaucoup de ce côté de santé mentale des entrepreneurs. Puisque tu as parlé de vacances, c'est important de prendre des vacances, c'est important de prendre des pauses. Beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas. Comment toi tu gères quels ont été d'abord les risques? Comment tu les as gérés? Et est-ce que tu es déjà arrivé de vouloir lâcher prise? Bon, laisser abandonner dans le fond. Lâcher, je dirais non. Non, ok. Moi, je suis du genre... Des fois, les gens pensent que je suis arrogant, mais je pense pas que ce soit de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. Et de se dire, si X arrive à le faire, pourquoi je ne le ferai pas? Donc, à partir de ce moment, je pars toujours du principe que si on se donne les moyens de réussir, on y arrive quand même. Donc... abandonner, oui, c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés, on est toujours en face de certaines contraintes qui nous poussent à réfléchir, on se regarde, des fois tu travailles pour quelqu'un, tu vas, et puis la personne en face de toi, des fois tu sais que t'es plus compétente qu'elle, et puis elle va te raconter de la merde, mais t'as fait quoi, ça veut rien dire, c'est quoi cette merde que tu m'as servi? Excusez-moi pour la façon de parler, mais généralement des fois en entreprise ça arrive comme ça, que tu arrives devant ton VP et il te ramasse devant tout le monde, alors que derrière tu te dis, le mec il a même pas analysé ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait c'est la façon optimale de faire ce qu'il a par rapport à ce qu'il te fournit, et il te ramasse, et puis quelques temps après il vient te voir en catimini pour te dire « Ah, excuse-moi, effectivement, je crois que tu avais raison. » Mais là, tu te dis... Oui, tu vois, mais là, tu te dis « Yo, tu m'as ramassé, tu viens de me ramasser devant 50 personnes là. » Et derrière, tu viens me dire « Ah, en fait, j'ai fait une erreur. Mais pourquoi tu ne vas pas le dire devant tout le monde en même temps ?» Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est comme la vie au quotidien. Donc, pour moi,
C'est quand on fait ce choix, oui, c'est vrai qu'à part si on a vraiment comme quelque chose qui nous empêche de continuer, je pense que tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on ne devrait pas abandonner. Et toi, honnêtement, tu as parlé beaucoup au début des problèmes que tu avais. Est-ce que tu avais d'autres réalités? Tu peux donner des exemples de ce que tu avais comme problème ou est-ce que tu as eu envie de lâcher aussi, de laisser tomber? La première année, je te dirais, juste parce qu'au début, c'est un travail, c'est comme si tu pelletes, puis tu vois jamais le fond. Parce que finalement, c'est pas parce que tu parles à quelques personnes, tu as publié un peu sur Internet que ça change quelque chose, tu vois. Au début, tu te parles presque toute seule. Fait que ça, c'est la partie plus difficile parce que tu trouves que tu as quand même donné beaucoup d'efforts, mais il ne s'est rien passé de particulier. Fait que je me rappelle que je me suis lancée en fin 2015, puis après l'été 2016, je louais un bureau dans un coworking space, puis je me sentais comme fatiguée, puis je trouvais que j'avais pas plus d'argent que l'année précédente. Et là, je me rappelle que je pleurais devant mon écran parce que je trouvais que ça difficile, tu sais, je trouvais ça plate, concrètement. Fait qu'à ce moment, tu peux te dire pourquoi est-ce que surtout qu'à ce stade-ci, tu vois tes amis qui vont travailler, puis qu'eux, ben la vie continue. Donc, ils ont leur emploi, ils voyagent, ils ont de l'argent, ils achètent leur maison. Fait que là, tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose pour toi. Puis moi, mes parents n'étaient pas super partants pour mon idée de lancer mon cabinet. Donc, en plus, tu as comme la réticence parentale qui te dit « Mais pourquoi tu ne prends pas un travail comme tout le monde? » Avec ça, je te dirais que c'était juste la partie un peu tricky. Mais après, tu te dis « Ben si je ne fais pas ça, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller travailler dans un cabinet? Comme, est-ce que sincèrement, tu as envie d'aller postuler pour un emploi? » Puis là, si la réponse, elle est non, ben, tu te dis alors, continue. Puis là, ben, tu continues, puis éventuellement, tu réalises qu'il y a un momentum. Puis il faut continuer, en fait, parce que si tu arrêtes, ben, tu ne le verras jamais. Mais tu continues, puis après, un jour, tu réalises que ben, il y a un bouche à oreille qui se crée, on t'invite sur des panels, tes clients reviennent, puis que tu payes les factures, tu payes tes employés, tu te payes, et finalement, tout va bien. Il fallait juste tenir. Et toi, ça a pris combien de temps, plus ou moins? Je te dirais qu'il faut tenir un bon 3 ans. 3 ans? Ouais. Parce que, comme on dit, les statistiques, c'est que je pense qu'une entreprise sur 2 ne se rend pas aux 5. Fait qu'au 3e anniversaire, c'était assez stable pour que je me dise que je vais quitter chez mes parents finalement. Parce que comme je me suis lancée au début, j'ai aussi profité pour le faire à ce moment parce que j'habitais encore chez mes parents. Fait que j'avais pas de risque financier. C'était un privilège que c'est pas tout le monde qui a. Parce que si tu as des responsabilités financières, c'est plus difficile de tenir aussi. Dans mon cas, je n'avais pas de responsabilité, donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire tout de suite. Fait que 3 ans, c'était assez stable pour que je me dise, OK, maintenant, je peux quitter, puis être en appartement, etc. Mais après, vraiment, je te dirais que moi, je me suis sentie encore plus en confiance quand j'ai franchi ce cap de 5 ans, parce que ça demeure quand même que statistiquement, c'est pas tout le monde qui réussit. Fait qu'au 5e, je me suis dit, ah, OK, c'est bon, ça fait 5 ans, là, ça va fonctionner ton truc, donc là, ça va, on continue, puis... Maintenant, il n'y a plus du tout ce genre de pensée. Même si on n'a pas toujours des bonnes journées, il n'y a rien qui est remis en question. Et toi, Milka, est-ce que tu as voulu changer de carrière déjà? Changer de Carrière complètement. Est-ce que tu as eu envie de dire j'en ai marre, je laisse tomber, je veux faire complètement autre chose, je veux être artiste par exemple? Ah non. Non, ça risque pas, mais j'ai quitté une entreprise. Oui, parce que oui, j'ai fait le choix parce que je n'étais pas bien là. Ouais. J'étais pas bien, oui. C'est-à-dire est-ce que c'est dans l'entreprise, l'environnement de l'environnement n'était pas bon. Je ne me sentais pas évoluer. Je ne me sentais pas reconnue à ma valeur parce que beaucoup de gens restent parfois à un endroit où ils ne sont pas bien, ils ne sont pas reconnus. Mais je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas reconnue. J'ai quitté vraiment sans savoir où je devais être après, mais je me faisais suffisamment confiance et j'estimais que j'étais suffisamment bonne pour pouvoir avoir autre chose. Tu n'as pas attrapé une nouvelle branche, tu as vraiment démissionné parce non, que c'est oui. Ça, c'est courageux parce que la plupart des gens ont peur de le faire. Mais c'est sûr que quand on a déjà aussi une certaine expérience et qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on se fait confiance, on se dit, ben, ça va marcher. On va pouvoir trouver autre chose et parfois on trouve quelque chose de meilleur. Donc, quel conseil vous donneriez au public, par exemple, qui souhaiterait soit changer de carrière ou se lancer dans vos domaines respectifs ou dans d'autres domaines, de viser peut-être que ce soit le côté financier, côté juridique, côté je sais pas, carrière professionnelle?
quel conseil vous donnerez au public qui souhaiterait se lancer, soit dans l'entrepreneuriat ou évoluer dans la carrière? On va commencer par toi, Monica. Moi, je vais donner un conseil général. Et c'est quelque chose que j'ai lu, donc ça ne vient pas de moi, là. Mais je ne sais pas, je ne sais plus qui l'a dit, parce que je ne retiens pas ce genre de choses. Il faut rêver, ne rêvez pas, et je le paraphrase parce que je ne retiens pas les choses mot pour mot. C'est, en fait, l'esprit de cette affaire, c'est que il faut rêver grand, ne rêvez pas petit parce que ça prend la même énergie. Donc, il faut vraiment... Ça prend la même énergie. Donc, pourquoi est-ce que je vais rêver petit? Je vais rester dans mon petit coin. Je vais faire de grandes choses, mais c'est juste moi qui sais ça et puis ma famille. Alors que je peux viser loin et me donner tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Et quand on ne se sent pas bien, parce que ce que je constate souvent, c'est que les gens sont dans un endroit où ils ne se sentent pas bien. OK, mais si tu ne te sens pas bien quelque part, si tu ne veux pas faire comme moi, quitter et puis ne pas avoir de branche, essaye au moins de partir. Aie le courage de chercher. Aie le courage, ça prendra peut-être du temps, mais aie le courage d'aller chercher autre chose. Ne reste pas dans les pantoufles, le confort, le simili-confort. Parce qu'en fait, tu ne te sens pas bien, mais comme tu as déjà, tu sais, ta tasse de café est posée là, la plante est là, ton patron t'engueule, tu as l'habitude, tu as déjà tout ça, et puis tu te dis, bon, c'est pas pire, au moins j'ai mon salaire à la fin, et puis là, on me dérange, mais j'arrive à supporter, je ne sais pas ce que j'aurai ailleurs. C'est ce je ne sais pas ce que j'aurai ailleurs qui m'agace souvent quand j'entends ça. Voilà, effectivement, c'est pas le mariage. Pourquoi est-ce que tu ne te donnes pas une chance? Et puis ça peut rater. Tu peux arriver quelque part et puis ça marche pas, mais c'est encore pour autre chose. Ça va finir par marcher. Tu vas finir pas par tomber, trouver, mais c'est de se relever à chaque fois. Se relever à chaque fois pour aller de l'avant. OK. Et toi, Annette-Ma, qu'est-ce que tu donnes comme conseil au public qui voudrait se lancer, soit dans l'entrepreneuriat ou en tant qu'avocat, par exemple? Est-ce qu'il y en a dans la salle, par curiosité, qui sont intéressés par le droit? Juste une personne? Alors, je lui donnerai mon conseil après. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vraiment juste la patience, parce que pour vrai, ça prend quand même un certain temps pour qu'on puisse... il faut semer les graines pour, j'ai oublié l'expression, récolter, c'est ça. Ça prend du temps, puis c'est normal. Puis aussi, l'autre point que je dirais, c'est que en tant qu'entrepreneur, on peut avoir une vision très comme en silo, puis constamment regarder l'entreprise, puis réinvestir tout dans l'entreprise, puis comme vouloir que l'entreprise prospère. Mais il faut juste aussi penser au long terme, prendre un pas de recul pour juste se rappeler qu'on ne va pas travailler éternellement. Puis quand même en parallèle, quand l'entreprise commence à générer des revenus, ben de penser aussi à son futur soi. Donc, de penser à investir en immobilier si ça nous intéresse, faire des placements, mais juste penser long terme parce que en étant avec des clients entrepreneurs, après, je vais voir des gens qui sont en activité depuis peut-être 20-30 ans, puis eux, ce qu'ils ont comme espoir pour pouvoir arrêter de travailler, c'est que quelqu'un rachète leur entreprise, par exemple. Mais c'est pas... Il ne faut pas prendre pour acquis que quelqu'un va racheter ta boîte. Je veux dire, on a un gros problème de relève entrepreneuriale au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises à vendre et moins de gens prêts à l'acheter que l'inverse. Donc, il faut vraiment penser à qu'est-ce que moi je vais faire pour préserver mes vieux jours. Puis comme l'entrepreneuriat, ça fluctue, comme on l'a vu avec la pandémie, ça a mis à terre plusieurs entreprises, bien, il faut toujours avoir un backup vraiment. Autrement, on peut se retrouver mal pris. Et toi, David, qu'est-ce que tu donnes comme conseil au public? Moi, j'aurais 4 points. Je dirais la planification tout d'abord. Parce qu'il faut toujours prévoir le prochain coup. Ensuite, je parlerai de la passion parce que, comme on dit, si tu n'aimes pas ce que tu fais, parce que des fois, on se réveille le matin et puis on a la boule au ventre, on va se dire, tiens, je vais encore aller dans ce boulot, je vais aller voir cette tête et tout ça. Donc, il faut quand même être passionné. Quand cette passion n'est plus là, savoir s'arrêter pour passer à autre chose. Moi, quand je dis s'arrêter, c'est passer vraiment à autre chose ou changer. Troisième point, ce serait la persévérance parce que c'est jamais facile. Et le quatrième point, c'est la gestion. C'est pas parce que tu t'es lancé, tu as beaucoup d'argent ou même en tant que salarié, c'est pas parce que tu fais un salaire à plus de 6 chiffres que tu n'as pas de dette derrière. Parce que si tu vis au-dessus de tes moyens, mais tu n'as pas une bonne gestion derrière, tu creuses des trous.
et ça finit par te rattraper. Donc, quel que soit le salaire que tu as gagné, des fois on entend dire, il y a des footballeurs, il y a des artistes qui ont gagné des millions. Et puis du jour au lendemain, tu vois le gars, tu te dis, oui, c'est ce gars-là, il traîne des dettes de millions derrière. Mais tu te dis, comment tu as pu gagner des millions et que tu n'as pas su gérer? C'est vraiment un problème de gestion. Et ça remonte aussi aux côtés des entreprises parce que beaucoup de gens vont se lancer en lançant des entreprises individuelles, mais ils oublient qu'il y a une fiscalité qui va avec. Donc il faut voir tous ces aspects et ne pas penser que l'argent de l'entreprise, c'est juste ton argent à toi. Donc, c'est ce conseil que je donnerais aux gens.